avait tout et lui, il avait rien. Comment on a pu passer à travers ça? Comment on a pu ne pas écouter les Marmignons? Je pense que c'est plutôt le fond de l'affaire. Et quand j'ai eu l'autopsie, je me suis effondré. C'est la chronique d'un malheur qu'on n'a pas pu éviter. Il avait un problème avec les petites filles, ça c'est une certitude. Je n'ai jamais vu ça de ma carrière. Quand on rentre de l'expertise de Florian, on ne se sent pas tout à fait bien. Les experts ou les professionnels qui l'ont pris en charge après les faits, j'entends, ont été surpris de voir le potentiel de dangerosité. Puis mon mari a dit, mais non, c'est pas Léa, c'est une poupée. Il a profité de ce court instant, voilà, comme on peut définir une prédation. Il faut se dire que ce jour-là, le jour des faits, c'est pas vous qui le surveillez, c'est lui qui vous surveillez vous. Ça, j'en suis intimement convaincu. J'arrête pas de penser, qu'est-ce qu'elle a pensé Léa à ce moment-là? Quand il a poignardé Léa, elle était vivante. C'est ça le problème, c'est qu'elle était vivante. Et il va poursuivre comme ça dans l'entretien des projets meurtriers. Dans la dangerosité criminologique, c'est quand même très inquiétant. Aujourd'hui, notre vie est foutue. La vie de ma fille est foutue aussi. On ne peut pas se remettre d'une telle situation. Ce qui m'a marqué, la catastrophe de la situation. La chronique d'un drame qui allait s'annoncer et que personne n'a vu, que personne n'a pu arrêter. L'assassin, il était chez nous, on a eu l'assassin dans nos murs. Les services sociaux nous ont livré un meurtrier à notre domicile, c'est tout, c'est ça tout, c'est tout. L'affaire d'aujourd'hui est relativement connue et a beaucoup été médiatisée à la télévision avec des émissions comme Zone Interdite, Ça commence aujourd'hui, Crime ou encore sur RMC Story. Mais c'est la toute première fois qu'elle est portée sur YouTube par les proches de la victime. C'est en toute exclusivité qu'on revient sur l'affaire Léa avec notamment l'avocat de la partie civile et l'experte psychologue. Ce documentaire représente des mois de travail, je compte donc sur vous pour soutenir le projet ainsi que la famille un maximum. Notre affaire prend place en 2018, tout près de la frontière belge, rue Bercilly, à Mérieux, dans les Hauts-de-France, une commune comptant environ 700 habitants. C'est là, dans un pavillon de plain-pied, que vivent Alain et Marie-Christine Marmignon. Le couple a fait construire un chalet juste à côté de leur maison principale, sur le terrain voisin, dans lequel s'installeront leur fille Audrey, son mari Cédric, ainsi que leurs 2 enfants, Eva, 8 ans au moment des faits, et Léa, 2 ans et demi. La famille est très soudée et passe beaucoup de temps ensemble. Les 2 maisons sont uniquement séparées par un petit portillon que les filles traversent quotidiennement pour passer d'une maison à l'autre. Léa est décrite comme une enfant adorable, pétillante, souriante et câline, avec un goût prononcé pour les bottes en caoutchouc avec des semelles lumineuses. Les grands-parents sont très présents dans la vie de leur petite fille. Léa venait souvent chez eux pour notamment leur demander des glaces quand ses parents estimaient qu'elle en avait eu assez. Elle savait aussi qu'elle y trouverait toujours ses bonbons aux fruits préférés qu'elle gardait dans un petit seau que sa mamie et son papy lui avaient offert. C'est des grands-parents aimants avant tout, c'est une famille avant tout aussi. C'est des personnes qui sont extrêmement courageuses et qui essayent d'aller au bout des choses pour faire en sorte que le drame que leur famille a vécu ne puisse plus se reproduire. Et je pense que c'est vraiment tout à leur honneur. Je les vois vraiment comme des gens comme ça, en plus qui sont d'une gentillesse déconcertante. Et
Et c'est toujours ce type de personnes-là où on se dit, finalement, ça leur arrivait à eux et ça n'aurait pas dû leur arriver à eux, vous voyez. Je le vois comme ça, vraiment, D'accord. sincèrement. Alain et Marie-Christine n'étaient pas seulement des parents et des grands-parents aimants. Ça faisait de nombreuses années qu'ils étaient famille d'accueil pour des enfants placés. En effet, après avoir travaillé dans le commerce de luxe, ça faisait 12 ans que Marie-Christine exerçait cette profession avec amour et tendresse. Le couple avait accueilli pas moins de 22 enfants, les placements pouvant aller de quelques jours à plusieurs années. Malgré quelques cas difficiles, dont une jeune fille atteinte de schizophrénie ou encore un garçon qui avait tenté de s'en prendre à elle physiquement, Marie-Christine et son mari continueront d'exercer leur activité avec dévotion, professionnalisme et tendresse. Les enfants qui leur sont confiés sont choyés, gâtés et traités exactement au même titre que leur propre petite fille, qu'ils côtoient d'ailleurs quotidiennement. Le cadre dans lequel ils évoluent est idéal. Ils ont leur propre chambre, un grand jardin avec tout ce qu'il faut, balançoire, trampoline ou encore toboggan et une rivière au fond. Ils partent en vacances, prennent ce qu'ils veulent au restaurant et ne consomment que des produits frais provenant du jardin. Les enfants placés chez eux jouissent enfin d'un véritable esprit de famille. C'est en 2015 qu'on les sollicite au sujet d'un nouveau placement pour un jeune atteint d'épilepsie et sous trileptal. Marie-Christine demande la confirmation que le garçon ne souffre d'aucune autre pathologie et on lui répond que non, tout va bien chez lui. Le couple accepte donc volontiers. C'est courant octobre de cette même année que Florian, 14 ans, emménage à leur domicile. L'adolescent avait cependant déjà fait l'objet de signalements avant qu'il leur soit confié et était passé par 2 familles d'accueil différentes. C'est donc sans surprise que Marie-Christine interprète son attitude particulière lors de leur rencontre comme découlant simplement du stress engendré par cet énième changement de cadre. Rapidement, en quelques semaines à peine, le comportement de Florian ressort par rapport à celui des autres jeunes de la maison et questionne. Il lui arrive de faire des blagues inhabituelles pour son âge, comme mettre du sirop dans le café ou dans la bouteille de lait, ou encore comme casser des œufs dans la vaisselle propre rangée dans les placards. Il refuse également les marques d'affection que Marie-Christine témoigne à tous les enfants, a du mal à regarder ses interlocuteurs dans les yeux et parle de façon saccadée. Il lui arrive aussi de se griffer les mains jusqu'au sang. En parallèle, Florian vole énormément, que ce soit dans les magasins ou encore au sein même du domicile de la famille Marmignon. Il dérobe aussi bien de l'argent que des téléphones, une tablette, des montres, une radio, des cartes de crédit ou encore des jeux de Nintendo DS. C'est quelqu'un qui était renfermé, mais qui était sournois surtout. Sournois, parce qu'il volait la nuit, il allait voler dans nos portefeuilles la nuit. Pourtant, ils étaient bien cachés. Des fois, on ne sait pas comment il faisait pour trouver nos portefeuilles. Et puis une fois, je ne trouvais pas l'argent, il avait mis dans ses chaussettes. Alors vous voyez qu'il était vicieux quand même. On allait dans les magasins, il volait dans les magasins. Ah oui. Il a fallu... Les vigiles arrivaient sur nous. Oh là, franchement... Face à tous ces éléments, Marie-Christine rédige des notes d'incident afin d'alerter la référente de Florian au sujet de ses comportements inquiétants. Après de nombreuses recherches, elle suspecte l'existence d'un trouble du spectre autistique, mais malgré ses craintes, ses appels, ses mails et autres tentatives pour joindre la référente de Florian resteront infructueux. Si seulement on avait, dans tous les courriers, on avait eu un seul retour, on aurait dit enfin elle bouge. Mais là, elle n'a jamais répondu à nos alertes. Vous l'appeliez au téléphone, vous tombiez sur le secrétariat, ou alors on va vous rappeler. Puis vous êtes des journées sans qu'on vous rappelle. Alors on relance, pas d'appel. Tout ça, ça a été démontré à la télévision, ça a été démontré. On a un dossier avec tous les mails, parce que quand on avait un mail, heureusement qu'on gardait nos mails. Oui, vous m'avez transmis ce document, absolument. Hein. Donc nous, on gardait les mails avec les accusés de réception plus ou moins, on avait tout gardé. Hein. Oui. Et moi, dans mes mails, c'est ce que je n'aurais pas pu tout vous donner, mais j'agrafais l'accusé de réception et un accusé de lecture quand il y en avait un. Pendant ce temps, l'adolescent continue d'adopter une conduite troublante, comme lorsqu'il met le feu à sa chambre à l'aide d'un briquet et des draps de son lit, ou qu'il ouvre le robinet de gaz volontairement. Par ailleurs, Florian fait état de comportements plus que préoccupants. On met la main sur des images pornographiques dans sa chambre à l'IME où il réside la plupart du temps.
Une enseignante le surprend également en train de visionner du porno sur un ordinateur. On le retrouve aussi entièrement nu, en érection, partout dans la maison, surtout la nuit. Il pénètre dans la chambre des marmignons durant leur sommeil pour prendre leur téléphone ou leur ordinateur afin de regarder du porno. Il se filme en train de se masturber et se touche devant les autres enfants, y compris les petites filles du couple. Il ira jusqu'à s'enrouler le tuyau du pommeau de douche autour du pénis au point de rester coincé. Il se frotte souvent contre les murs et on retrouve très régulièrement du sperme dans la salle de bain, dans les toilettes, ainsi que sur les murs de sa chambre. Je dormais pas bien la nuit parce que voilà, je me posais des questions. Puis un soir, je me lève, il était pas loin de minuit. Et puis je vais voir dans les chambres ce qui se passe. Je dis, ça va, tout le monde dort. Et d'un coup, je vois son lit qui est vide. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Et je vérifie les fenêtres, je vérifie les portes. Je dis, non, tout est fermé, tout ça. Je fais le tour de la maison, c'est un plein de pied, je regarde partout, je trouve pas. Puis je réveille mon mari, j'écoute, il est pas là, il est où? Alors on va voir, sous-sol, à la cave, on trouve pas. En fait, il était derrière un canapé. Et puis j'ai bougé un canapé, je l'ai retrouvé, t'es nu en érection. Tu fais quoi? Est-ce que tu crois que c'est normal à cette heure-ci d'être comme ça? Alors qu'en début de soirée, t'étais en pyjama et là t'es comme ça. Je dis, là réellement, il y a un problème. Pourquoi tu fais ça? Il me regarde droit dans les yeux et dit, je ne sais pas, je ne comprends pas. Et il va falloir que tu me donnes notre réponse parce que franchement, mais non. Bon, on n'avait pas d'autre réponse que ça. Je ne comprends pas. Florian peut également se montrer violent avec les autres membres de la famille. Et il était violent aussi avec l'autre enfant de 14 ans, ils avaient le même âge. On avait déposé des plaintes. On a donné les plaintes à l'ASE, à la référente, elle n'a jamais bougé non plus. Jamais. Vendredi soir, pourtant, il y avait des plaintes de déposer à la gendarmerie. Il a explosé les lunettes de l'autre petit garçon qu'on accueillait. Il lui a donné un coup de poing comme ça, il lui a cassé ses lunettes. À plusieurs reprises, ces comportements alarmants vont plus loin encore, comme en ce mois de mai 2017 où une nuit, Marie-Christine entend un enfant élever le ton dans sa chambre. Il crie « Laisse-moi, j'ai froid ». Elle accourt et trouve Florian, nu, en érection, près du petit garçon de 7 ans dont ils avaient la charge. Le petit déclarera qu'il lui avait demandé de retirer son pantalon. En plus, la nuit, il se promenait toujours nu. Une fois, ça a commencé, les visios, c'est quand il a commencé de tenter d'aller violer un autre petit garçon dans la maison. Tout le monde nous a dit, déjà là, les services sociaux auraient dû réagir très très vite. C'est pas normal, parce que ils sont là pour protéger les enfants. Nous, on signale qu'il y a danger avec cet enfant, qui tente de violer un enfant, pas de réaction. La référente, elle ne bouge pas. C'est leur rôle en tant que de la protection de l'enfance. Alors que nous, on a alerté. Bien sûr, oui. Mais jamais un accusé-réception de la part de nos correspondances. Cette tentative d'agression sexuelle ne sera malheureusement pas la seule. En effet, à plusieurs reprises, Florian tente de s'en prendre à la petite Léa. Marie-Christine a notamment pu le surprendre par la fenêtre de la cuisine qui donne à l'arrière de la maison, en train d'essayer de la faire aller au fond du jardin. Elle rappelle alors immédiatement la fillette. Bien plus effarant encore, Audrey et les grands-parents de Léa retrouveront à de multiples reprises la couche de la petite fille à l'envers, comme lors de cet épisode où toute la famille cherche l'enfant et interroge Florian. Il répond qu'il ignore où elle se trouve mais refuse de sortir des toilettes. Marie-Christine insiste et lui demande d'ouvrir la porte. Il finit par s'exécuter, Léa étant à l'intérieur avec lui depuis le début. Il s'explique alors en affirmant que c'était la fillette elle-même qui était rentrée et qui avait fermé à clé en montant sur une pile de journaux. Léa était encore habillée, donc sur le moment on ne s'inquiète pas plus que ça, mais plus tard Audrey remarque que sa couche est à l'envers, donc avait été retirée et mal replacée. À partir de ce jour, Florian a eu interdiction d'aller chez les parents de la petite fille. Marie-Christine elle criait après Léa, il ne répondait pas. Donc elle a dit, Florian, ah non, j'ai pas vu Léa. Et en somme, il était dans les toilettes avec elle. Donc Marie-Christine lui a dit, ouvre la porte immédiatement, sinon je fonce la porte. Et il est sorti, alors après il lui a dit, c'est pas moi qui est venu, c'est elle qui est venue avec moi. Et c'est elle qui a fermé la porte à clé. Un enfant de 2 ans ne peut pas fermer une porte à clé, c'est pas possible. Elle était trop petite pour arriver à la poignée. Oui, il y avait une question de pile de journaux, je crois, alors qu'il n'y avait même pas de journaux ou un truc comme ça. C'est ce qu'il dit, mais alors qu'il n'y a pas de journaux dans les WC, on ne comprend pas. Non, mais... Il a dit n'importe quoi, et puis bon, discuter pourquoi elle avait fait ça. Ah je sais pas, c'était toujours dans les... je sais pas, elle m'a accompagné. Et donc là, vous vous êtes rendu compte que la couche de votre petite fille était à l'envers. Ouais, tout à fait. Ma fille, elle l'a vu, oui. Oui. Et c'était pas la première fois que ma fille l'avait constaté.
Alain, face à la gravité de la situation, a dû installer un système de sécurité sur la porte de chambre de Florian avec un flash d'une ampoule de 200 watts ainsi qu'une sirène de plus de 110 décibels pour que le couple puisse être averti s'il tentait à nouveau de la quitter pour s'en prendre à un autre membre de la famille. L'adolescent a d'ailleurs plusieurs fois réussi à contrer ce système en rampant jusqu'à leur propre lit. La famille Marmignon essaiera d'obtenir de l'aide pendant plusieurs années, sans résultat. Les tentatives de prise de contact restent sans réponse. Eux qui sont censés être entourés par une équipe pluridisciplinaire se retrouvent seuls face à la dangerosité grandissante de la situation qui est maintenant leur quotidien. Ils vont jusqu'à se déplacer sans succès. Dans un premier temps, Marie-Christine ne veut pas penser à la réorientation du jeune homme, mais devant la gravité des faits, elle qui avait toujours fait face aux difficultés et n'avait jamais abandonné un jeune dans le besoin, se retrouve dans l'obligation d'envisager un transfert. Ils tentent donc d'agir, mais ne peuvent pas se délester de Florian, étant tenus par un contrat de travail dans un cadre strict. Le seul moyen pour eux de s'en défaire aurait été d'être licenciés ou de démissionner, ce qui aurait entraîné la perte de tous les enfants dont ils étaient en charge. Et ils n'ont pas réagi, même quand il avait enfermé Léa, mon épouse a dit on ne peut plus le garder, la référente a dit non, et la chargée d'accompagnement a dit écoutez, si vous rendez l'enfant, vous signez votre lettre de démission immédiatement. C'est comme ça que ça se passe. Quand il y a des gens qui vous disent il faut prendre l'enfant, le ramener, oui. Mais non, ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Il y a des contrats de travail, il y a des règles, il y a des obligations aussi d'un côté comme de l'autre. Ils ont dit à mon épouse de démissionner. C'est ça le problème. Waouh. Voilà, si on voulait se débarrasser de l'enfant, il faut se démissionner. Que nous, on a fait un excellent travail en signalant tous les faits, mais pourquoi ils n'ont pas réagi? Bien ça, sûr. c'est dit dans tous les rapports. Il dit, mais comment se fait-il qu'ils n'ont pas bougé c'est dangereux. Et puis finalement, je voulais laisser avec des jeunes avec de plus en plus de problématiques, sans aucune aide, sans aucun soutien. Quand ils appellent au secours, vous répondez pas. Et puis vous laissez se débrouiller. Et puis après, il arrive ce qu'il arrive. Nous sommes le lundi 21 mai 2018, il fait beau, tout le monde est joyeux et profite des extérieurs. Cela fait maintenant 3 ans que Florian fait partie de la famille. Chez Alain et Marie-Christine, ce jour-là, il y a Audrey, Cédric, leurs 2 filles, ainsi que les 3 enfants placés chez les Marmignons, dont Florian et enfin un dernier qui était en visite à leur domicile une fois par mois. Toute la famille est réunie pour célébrer la Pentecôte et mange dans le jardin. Après le déjeuner, Alain retourne s'occuper de ses jardinières à l'aide de son petit crochet, Audrey reprend sa peinture, tandis que les jeunes vaquent à leurs occupations. Vers 14h20, Léa rejoint Marie-Christine dans la cuisine alors que cette dernière repasse le linge des enfants. La petite montre son nouveau short à sa grand-mère avant de lui dire qu'elle l'aime et de quitter la cuisine en lui envoyant des bisous. C'est la dernière fois que Léa sera vue en vie. Et justement par rapport à ça, Marie-Christine, est-ce que vous pouvez me raconter la dernière fois que vous avez vu votre petite fille? Oui. Donc ce jour-là, il était déjà dans un premier temps, j'étais partie chez ma fille, il était 10h du matin. D'accord. Et elle a pris son dernier bain avec sa sœur. Et une demi-heure avant, ma fille l'a vu descendre des escaliers. Elle dormait encore dans une gigoteuse, elle descendait les escaliers, se laissait glisser. Et puis je lui dis vers 10h du matin, je suis allée voir mes petites filles, elles étaient toutes les deux dans le bain, elles s'éclataient et tout. Et donc après, moi j'ai fait le petit déjeuner avec les enfants accueillis. Le midi, on a pris le repas à la maison, les enfants accueillis, ça allait bien. Il n'y avait rien qui clochait, tout allait bien. Tout le monde souriait, c'était merveilleux. Et après, début d'après-midi, je dis aux enfants, vous allez aller jouer dehors. Je dis, il fait beau, j'irai vous rejoindre après. Donc moi, le temps que je fasse le nécessaire, je mette la vaisselle au lave-vaisselle, etc. Enfin, les petites, Et puis vers 2h20,
Ma petite Léa, elle arrive et elle dit garde Mémie, belle et belle. Alors sa maman venait de lui acheter un joli short, un beau t-shirt. C'est la première fois qu'elle le mettait. Garde Mémie est belle. Puis son papa et sa maman venaient de lui mettre. Donc elle était toute fière, toujours avec ses bottes en caoutchouc qui font des lumières. Elle adorait ses bottes. Été comme hiver, elle était en bottes en caoutchouc comme ça dans le jardin. Et c'est tout. Et puis elle tourne talon et puis avant de franchir la porte d'entrée, elle m'envoie des bisous, elle fait et t'aimes Mémie, ah oui moi aussi je t'aime ma chérie. Et puis ma petite fille est partie. Un peu plus tard, Florian fait irruption dans la cuisine, naturel et souriant, mais recouvert de boue et les pieds mouillés. Il justifie son état en disant qu'il avait soif et donc qu'il était allé boire l'eau de la rivière au fond du jardin. Marie-Christine s'étonne mais ne creuse pas. Aux alentours de 15h, elle sort dans le jardin quand Audrey lui demande si elle a vu Léa. Sa mère répond par la négative et tout le monde commence à chercher la fillette qui appréciait jouer à cache-cache. On fait des allers-retours entre les deux maisons, mais aucun signe de la petite. Léa semble introuvable. L'un des enfants accueillis propose d'aider dans les recherches et Florian choisit de l'accompagner. C'est là qu'il déclare « C'est pas la peine, imagine qu'elle se fasse violer, que ses vêtements soient éparpillés partout et qu'elle soit noyée à l'intérieur de la rivière. » Le jeune homme est surpris par ces mots et décide d'aller au fond du terrain vérifier le fameux point d'eau. C'est là qu'on l'entend hurler. Ce sera le premier à découvrir le corps. Alain est le premier à descendre. Il est rassuré en voyant ce qu'il prend pour une poupée, avant de réaliser en s'approchant qu'il s'agit bel et bien du corps sans vie de sa petite fille. Il hurle, il a tué Léa. L'enfant ensanglanté, en partie immergée, a les yeux ouverts et les lèvres bleues. Elle présente pas moins de 22 blessures à l'arme blanche ainsi que des traces de strangulation. Il soulève le corps avant de le donner à sa fille. Tous ensemble, ils remonteront la petite victime jusqu'au jardin. Elle avait les yeux retournés et tout, les bras inertes. On s'est dit c'est pas possible. Vous savez, moi, j'arrête pas de penser, qu'est-ce qu'elle a pensé Léa à ce moment-là? Elle a souffert parce que 22 coups de couteau, et d'après, quand on a eu le résultat de l'autopsie, quand il a poignardé Léa, elle était vivante. C'est ça le problème, c'est qu'elle était vivante. J'ai hurlé tout de suite, j'ai dit il a tué Léa, ça je m'en rappellerai toujours, j'ai dit il a tué Léa. Là, les voisins, ils m'ont tellement entendu crier qu'ils sont tous arrivés. Mais j'ai dit, mais pourquoi il a fait ça? Je comprenais pas pourquoi il avait fait ça. On n'aurait jamais pensé qu'il en serait arrivé à ça. Qu'il y ait des problèmes psychologiques, qu'il y ait des problèmes sexuels, certes, mais pas tués. Le voisinage est alerté par les cris d'effroi et accourt. Une voisine médecin tente de venir en aide à l'enfant en lui faisant un massage cardiaque tandis que son mari appelle les secours. Les pompiers et le SMUR arrivent rapidement. Ils passeront 3 heures sur place à essayer de sauver la fillette de 2 ans et demi, mais son décès est prononcé dans l'après-midi. Pendant ce temps, les médias, les journalistes et les habitants alentours se pressent sur place tandis que Florian s'est volatilisé. Les autres enfants placés sont instantanément confiés à une autre famille d'accueil. Et bon, et 22 coups sur le corps, ça se voit quand même. Hein. C'est une horreur. Il y avait des pompiers qui sont même allés vomir, pas tellement ils étaient pas bien. Mais le SAMU a été très très vite, hein. Je peux vous dire que à peine 10 minutes après j'étais là, les gendarmes ils sont arrivés à une vitesse. La voisine avait constaté déjà son décès, mais elle ne l'a pas dit. Elle avait vu qu'elle était décédée, mais bon, on y croit toujours, vous savez. Ah, bien sûr, bien sûr. Et puis quand j'ai entendu hurler, je l'ai trouvé, qui me dit là, je l'ai trouvé. Alors, je lui dis, bah attends, alors mon mari est descendu, ma fille, mon beau-fils. Et puis mon mari a dit, mais non, c'est pas Léa, c'est une poupée. Mais en fait, c'était bien Léa. Et puis, ils l'ont soulevée, ils ont passé Léa à ma fille, ils l'ont passé à mon beau-fils. Et mon beau-fils, il est remonté. Et quand j'ai vu l'état du corps de ma petite fille, elle avait les bras ballants, les jambes ballantes, les lèvres toutes bleues. Elle avait les yeux complètement retournés. C'est 22 coups de couteau, et ça se voit quand même. Et ma fille, elle m'a dit, maman, elle va s'en sortir. J'ai rassuré ma fille en lui disant, oui, t'inquiète pas, ça va aller. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Ils ont fait des piqûres d'adrénaline. Les pompiers sont restés très longtemps. Le SAMU a fait tout ce qu'il a pu. Ils ont resté longtemps. Et puis finalement, à un moment donné, on a entendu son corps se réchauffe. On avait espoir. Puis on l'a déclaré décédé. Là où ils ont déposé son corps, j'ai même pas vu le moment où ils l'ont emmené, vous savez. Ça, je l'ai pas vu, je voulais le voir.
La police arrive à son tour sur les lieux du drame pour dresser des constatations quant à ce qui s'impose comme une scène de crime. Près de la rivière, on retrouve les vêtements de la fillette ainsi que sa couche suspendue à une branche bien trop haute pour elle. Un petit trident de jardinage se trouve au pied de l'arbre en question, cet outil-là même qu'Alain ne retrouvait pas après le repas. Léa n'aurait jamais pu venir là d'elle-même. En effet, le terrain était sécurisé à l'aide de clôtures mesurant entre 1,50 m et 2 m. On pense que l'auteur du crime a pris la petite Léa sur ses épaules après avoir préalablement découpé le grillage. C'est moi qui ai ramassé Léa, qui ai découvert dans la rivière complètement. Et c'était dur parce qu'il a fallu que je plonge dans la rivière pour aller rechercher Léa. Je l'ai passée à sa maman parce que dans le bas du terrain, il y a une dénivellation de plus de 3 mètres. Oui. Donc Léa, c'était pas possible qu'elle passe. D'ailleurs, les gendarmes dans l'enquête, ils l'ont prouvé que c'était pas possible que Léa elle aille là-bas tout seul. Donc il y a bien une tierce personne qui était intervenue là-dessus. Donc il a dit, il a mis la main devant la bouche pour pas qu'elle crie, parce qu'elle aurait crié quand même, Léa. Ça c'est sûr, elle ne serait pas partie sans crier. Et il a dit qu'il l'avait portée à bras parce qu'il n'y a aucune trace de piqûre d'ortie sur le corps de Léa. La noyade accidentelle est bien entendu écartée en ce qui concerne la cause de la mort. L'autopsie est pratiquée le lendemain des faits. On dénombre plus d'une vingtaine de plaies thoraciques infligées du vivant de l'enfant. Le cœur et les poumons sont perforés et on relève la présence de lésions superficielles au niveau cervical. Léa serait morte par asphyxie, sans atteinte profonde ni fracture du larynx. Il y a des choses qui sont pas belles à voir dans l'autopsie. C'est tout. Et quand j'ai eu l'autopsie, je me suis effondré. Ouais. Là, quand vous allez dans l'autopsie, qu'ils disent bien que Léa était vivante lorsqu'elle a été poignardée, c'est pas évident. C'était compliqué parce que là, elle est strangulée et elle est revenue à elle plusieurs fois, puis elle s'est vue partir. C'est compliqué. L'autopsie n'a pas mis en évidence de lésions au niveau génital, l'hymen est intact. On a donc la certitude que l'enfant n'a pas subi de viol, mais l'agression sexuelle, quant à elle, ne peut pas être exclue. De plus, on retrouve un poil pubien au niveau de l'appareil génital de la jeune victime. Malheureusement, l'ADN est inexploitable en raison des dégradations causées par l'eau. Toujours dans la même direction, Alain affirme avoir vu du sperme sur le corps de la fillette ainsi que sur les branchages alentours quand le corps a été remonté avant qu'il ne soit essuyé et manipulé. Cet élément n'a jusqu'à maintenant pas pu être confirmé, la famille n'ayant pas accès au dossier des gendarmes. Ah oui, parce qu'ils ont trouvé quand même comme ils disent, les trucs sous-cutanés, ils enlèvent la peau quand il y a une autopsie. Et on voit bien qu'elle a été... C'était bleu en dessous. Ah oui, quand elle est tenue à force... Oui, c'est dans ça. Quand elle est tenue à force sous la peau, parce que Léa, elle a eu la peau de... lors de l'autopsie, on lui a enlevé toute la peau du corps quand même. Hein. Nous, on le sait. L'avocat nous a expliqué aussi comment que ça se passait. Près de l'endroit où on a retrouvé Léa, il y avait des branches et là, ils ont retrouvé des traces de sperme. Il y avait des traces de sperme sur le ventre de Léa. Je ne cache pas, je l'ai vu. Parce qu'elle était allongée sur la tête en l'air et le ventre au-dessus de l'eau. Enfin, dans la rivière, il y avait quoi, 20 cm d'eau, pas plus. Hein. On ne retrouve pas quand même du sperme, ni un poil pubien sur une petite fille comme ça. Est-ce qu'il aurait été dérangé pour aller plus loin dans la pénétration? Ça, on ne le sait pas. Mais bon, quand même, retrouver un poil pubien sur la vulve Léa, c'est quand même que ça t'est grave. Eux, ils déterminent en réalité qu'il n'y a pas de viol, ça c'est sûr, on le sait. Ils n'excluent pas l'atteinte ou l'agression sexuelle, ça ils n'excluent pas, mais ils ne peuvent pas la démontrer. J'ai une autopsie qui me démontre qu'il n'y a pas eu viol. C'est un élément objectif du dossier. Par contre, l'agression sexuelle, et là, j'en ai fait beaucoup plus tendance à le rejoindre, parce qu'on connaît la personnalité de l'auteur, on sait les passages à l'acte qu'il a eu antérieurement, notamment sur la petite Léa, et on retrouve en plus l'enfant complètement dénudé, ce qui est quand même pas anodin, avec la couche qui est arrachée, avec un poil en plus qui est retrouvé. Donc moi, en mon sens, l'agression sexuelle, elle a lieu. Dans l'esprit tout à fait objectif et pragmatique de tout à chacun, on serait dit qu'il y a une dimension sexuelle dans ce crime, sinon il n'y a aucun intérêt de la déshabiller, la gamine. Aucun. Dans les jours qui ont suivi, une perquisition a été organisée au domicile du couple. Entre deux planches du baby-foot que Florian avait dans sa chambre, on retrouve 2 armes blanches. Il y avait déjà eu un épisode où le couple avait surpris Florian souhaitant partir à l'école avec un grand couteau de cuisine caché dans son sac de cours. Voilà, après le drame, le lendemain, les gendarmes, ils ont fait donc malheureusement, quand il y a un drame, il y a une perquisition à la maison. Oui. Et il y a eu 2 couteaux de retrouvés. Il y avait un baby-foot avec plusieurs jeux, c'est-à-dire billard, flipper, baby-foot. Et entre les éléments, il y avait 2 couteaux de retrouvés. Entre 2 planches du baby-foot, il y avait un grand couteau
de boucher et un petit couteau de cuisine. À l'IME, il y a eu des couteaux aussi retrouvés dans sa chambre. Face à l'horreur de ce qu'ils traversaient et à la profondeur de leur douleur, Alain et Marie-Christine n'ont pu envisager qu'une seule option, nourrir un brasier de toutes les affaires les reliant au meurtrier présumé de leur petite fille. Ah oui, le lendemain, on a mis le feu, tout a brûlé. Là, tous les meubles de la chambre, le matelas, le lit, tout a brûlé. La On voulait couette, l'oreiller, les couettes, tout ça, on voulait plus les se souvenir. draps, on a Tout a été brûlé. tout a été brûlé. On a tout brûlé, mais il fallait qu'on brûle tout. Il fallait plus de souvenirs. La chambre a été détapissée. J'ai 3-4 jours plus tard, j'ai détapissé, j'ai enlevé le tapis, j'ai pris les rideaux, j'ai tout brûlé. Tout a été brûlé. Tout ce qu'il y avait dans la chambre a Tous été les brûlé. rideaux, tout ce qui était tissu, tout a été brûlé. Tout. C'était un besoin, il fallait C'était faire. un besoin parce qu'on Ah voulait oui. pas de rentrer dans cette chambre où il y avait tous ces vêtements. Enfin, les vêtements, Non, les vêtements. les services sociaux sont venus les rechercher. Ouais. Mais il fallait enlever le lit et les matelas, on pouvait pas. On n'aurait pas pu faire dormir un autre enfant. Pourtant, le matelas était tout neuf, mais c'est pas grave. On a dit on brûle. On pouvait pas. C'est. Ouais, mais même quand moi je détapissais la chambre, je pleurais de rage, hein, je veux t'en vous dire. Hein. De toute façon, il fallait le faire et je regrette pas. Les garde-robes, tout a brûlé. On a rien gardé. Il On a avait rien une belle gardé. chambre. Franchement, ils avaient tous des belles chambres. Et puis là, on n'aurait pas su garder et garder les meubles, ne serait-ce que pour nous. On n'aurait pas su. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait de cette pièce-là qui était sa chambre à l'époque? Ben, c'est là où on est actuellement. À ce moment précis, Florian est activement recherché. Le jour du drame, les voisins l'ont vu s'enfuir en courant à travers les champs. Une chasse à l'homme est lancée. Disons, si on n'était pas près d'Audrey, en tant qu'Audrey, elle aurait été rejointe sa fille. La présentation de Florian, elle frappe tout de suite. Hein. J'ai dit, il n'y a pas que Florian qui devrait être ici à la barre, il y a la référente et les services sociaux. Oui, absent, étranger à son procès. Puis au tribunal, il n'avait aucun regret, rien du tout. Ce qui est frappant chez Florian, c'est l'absence d'émotion. Moi, je dis, il va sortir, il recommencera, il fera une autre victime. Et ça, c'est sûr. Ce phénomène de dangerosité, il était présent, il est toujours présent. Je ne comprends pas comment la pathologie de cet adolescent est passée inaperçue. Je ne le comprends pas. Moi, c'est de la haine que j'ai vis-à-vis de lui. De la haine. Tout ne tourne pas rond dans la tête de Florian. Avec une fourchette, il a planté un co-détenu. Si on n'a pas d'évolution d'ordre psychologique, le concernant, ouais, vous avez une dimension pédophile, ça c'est sûr et certain. Il y a aussi chez Florian quelque chose qui peut être utilisé dans la sexualité comme arme de destruction. Moi, je m'en veux parce que j'étais dehors et je n'ai rien vu. Je m'en veux. Il a développé comme ça une haine des familles d'accueil. Il sait quand même ce qu'il fait au moment où il le fait. Hein. D'ailleurs, il dit c'était contrôlé dans ma tête. Je peux tuer et contrôler. Je vais détruire tous leurs préférés. Merci aux personnes qui ont regardé cet épisode jusqu'à la fin. La seconde et dernière partie sortira le 15 octobre. Donc on y parlera du profil psychologique du meurtrier, de la condamnation et du combat de la famille. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, vous pouvez me laisser un like, vous abonner, commenter, mais surtout partager un maximum autour de vous, histoire de donner de la visibilité à mon travail et surtout de soutenir un maximum les proches de Léa. Moi je vous dis à très bientôt pour le 2e épisode. Prenez bien soin de vous. Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around.